Bonsoir à toutes et à tous. Incorrigible, sanguin, tempétueux, Jean-Luc Mélenchon tape souvent là où ça fait mal. Dans son viseur, le duo Hollande-Valls, c'est cette gauche qui plie face au marché, comme il dit. Quand les électeurs sanctionnent, quand les Verts claquent la porte, quand certains députés organisent la fronde, il y voit le signal qu'une autre gauche est possible. Hier, il a marché contre l'austérité. C'est le message qu'il portera aussi aux européennes. Vos questions, vos commentaires avec Bastien Hugues à la fin de l'émission. C'est politique, c'est parti. Hollande caresse la finance, le peuple répond. Depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, il n'a de cesse de le critiquer. Avec le chef de l'État, Mélenchon, et sans pitié. Le roi est là, c'est un monarque républicain, incapable de prendre une décision. Quand il en prend une, c'est toujours une bêtise. Même punition pour l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault, ici en version one-man show. Où il est passé l'autre? Celui qui est Premier ministre. C'est à lui, non, d'annoncer les mesures. Il doit être en train de regarder les avions décoller à Nantes en passant à Notre-Dame. Difficile de cogner plus fort, pourtant, c'était avant. Avant le virage social-démocrate, avant le pacte de responsabilité, avant que son cauchemar ne devienne réalité. Il nomme comme Premier ministre le plus grand commun diviseur possible de la gauche. Manuel Valls. Valls à Matignon, le pire du pire pour Jean-Luc Mélenchon, qui du coup a commencé à draguer les Verts pour mieux faire opposition. Vous savez, je joue souvent de la mandoline tout seul sous la fenêtre et puis à la fin, je me prends un seau d'eau froide. Et à force de s'indigner, le cogneur parfois est fatigué. Je ressens une immense colère et la difficulté d'arriver à la mettre en mots et en scène épuise. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Alors vous ressentez parfois une immense colère, mais vous êtes épuisé? Ça vous arrive d'être épuisé de vous battre? Il m'arrive d'être épuisé, en effet, parce que c'est un rude combat, mais le moteur se remet toujours en marche, notamment parce que beaucoup de gens, après, vous voyez cette petite séquence que vous avez passée, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû dire ça, parce que beaucoup de gens s'inquiétaient. Elles me disaient, non, ne nous laissez pas tomber, bon, bref. Alors je me suis senti, peut-être que c'est un peu mégalo, mais investi. Alors bon, allez. Mais qu'est-ce qui vous épuise dans la façon dont se déroule le débat politique? Puisque c'est ça le sujet. La difficulté d'arriver à avoir le temps d'exprimer la cohérence de ma pensée, ce que je crois être sa profondeur, mes plans, ma vision du futur, mon analyse de la géopolitique, qui est toujours ramenée à deux caricatures, mon idée du développement économique du pays, écologiquement responsable, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On n'a pas le temps. Si vous voulez, la vie politique, je le comprends, ça a été réduite, et moi-même j'ai participé en essayant d'utiliser la situation, avec un bon mot par ici, un trait par là, bon... Et au fond, on n'en sort pas, quoi. Et ça, c'est épuisant pour un intellectuel. Ça veut dire que vous avez changé votre manière de faire de la politique? Alors, vous êtes remis en question sur la méthode, ouais, sur la manière? Bah, écoutez, dans la vie, on a tous des regrets, n'est-ce pas? Bon, l'essentiel, c'est de ne pas avoir des remords. Les regrets, on vit avec et on en fait de l'expérience. Les remords, c'est tuant. Je n'ai pas de remords. J'ai bien fait de quitter le mouvement socialiste, j'ai bien fait de m'engager dans la construction du front de gauche, et je crois que ce qu'on fait est intéressant. Mais il faut savoir s'adapter au moment. Quand je voulais être l'incarnation du bruit et de la fureur, c'est que j'estimais que ce bruit et cette fureur n'étaient pas visibles, n'étaient pas entendus. Je crois que maintenant, c'est entendu. On voit la masse d'abstention. Même les plus droitiers du pays comprennent que le peuple souffre profondément. Et il faut passer plutôt à une façon d'exprimer les choses qui donne le goût du futur. C'est-à-dire, oui, nous sommes dans une crise et ce qui arrive est encore pire que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais il faut se dire que la difficulté est une opportunité. Comment s'en saisir pour en tirer du bon? Une forme d'espoir. Oui, le goût du futur. Je vais résumer ça comme ça. Le goût du futur, après le bruit et la fureur. On va résumer ça comme ça. Allez, on va voir si ça marchera moins bien, parce que dans le goût du futur, ça ne saigne pas assez pour la sphère médiatique. Bon, vous allez peut-être être saignant là, avec ce sondage. À la une du JDD, le grand écart, titre le journal. Hollande, 18% de satisfaits. Valls, 58%. C'est inédit, un tel écart. Au sommet de l'exécutif, ça vous fait déjà sourire. Est-ce que votre avis, François Hollande, peut profiter de la popularité de Manuel Valls? Est-ce qu'il va en souffrir? Franchement, ça m'est complètement indifférent, parce que ces deux-là sont comme deux olives prises dans un pressoir. D'accord? De toute façon, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils peuvent marcher au plafond s'ils veulent.
tant qu'ils disent oui à la Commission européenne, tant qu'ils prévoient de faire 50 milliards d'économies et d'en verser 40 milliards de cadeaux aux patrons, de toute façon, les sondages rendront bientôt compte du fait que personne ne veut de cette politique-là. Vous pouvez l'appeler Valls, vous pouvez l'appeler Hérault, vous pouvez l'appeler Schmoll ou ce que vous voulez, ça ne marche pas, ça ne donne aucun résultat en Europe et ça n'en donne pas en France. Et naturellement, aux prochaines élections européennes, je pense que les gens vont vouloir dire avec leur bulletin de vote qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Alors ceux qui sont de droite, ils vont le dire comme la dernière fois, avec des bulletins de droite et d'extrême droite. Et puis ceux qui sont de gauche, ils ont l'occasion de le faire avec les nôtres de bulletins de vote. Mais comment ça va se passer, à votre avis, entre les deux? Vous les connaissez bien, les deux. Lequel a le plus envie d'être candidat en 2017, à votre avis? Je ne sais pas, je ne suis pas assez intime avec eux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tous les deux, on manie plus facilement le rasoir que la distribution des bonbons doux. Hein. Donc, ils ne vont pas se faire de cadeaux. Je pense que Hollande a pris une décision de panique, c'est-à-dire et erronée. De panique parce que ce n'est pas un homme habitué à faire face à des situations qui soudainement lui apparaissent comme conflictuelles. C'est un homme des atermoiements, il aime bien attendre de voir où ça va se régler. Et là, il ne s'attendait pas à une dégelée pareille aux élections municipales. Honnêtement, il ne s'y attendait tellement pas qu'on a fini par douter nous-mêmes que ça allait se produire. Mais il ne s'y attendait pas. Donc en panique, il change tout le dispositif d'une manière tellement brutale et tellement nulle qu'il s'est créé lui-même tout seul toute une série de problèmes. Et là, il s'est créé un problème, à votre avis, avec Manuel Valls? Mais quel problème? Mais un problème de fond, c'est qu'il interprète le résultat de l'élection de manière un peu bébête. Il voit un vote à droite, il dit « Ah ben, les Français veulent de la droite, donc je vous nomme un Premier ministre que j'ai trouvé de plus à droite dans le Parti socialiste, je vous le nomme Premier ministre. » Il ne comprend pas que ce que l'élection montre, c'est qu'une masse de gens de gauche n'ont pas été votés, et en particulier des électeurs socialistes qui aujourd'hui sont orphelins et dans une souffrance affective, si vous voulez, qui est immense. Donc, il a fait une erreur totale, parce que Manuel Valls, que voulez-vous, ne fera jamais autre chose que du Valls, c'est-à-dire de la droite. C'est un homme qui est... C'est un homme de droite? C'est un homme qui a une politique économique et sociétale de droite. Je ne vais pas lui faire l'injure de dire qu'il n'est pas de gauche. Il veut se définir comme étant de gauche, il fait bien comme il veut. Mais ce qu'il a mis en route n'est pas de gauche. Par exemple, son discours de politique générale était tragiquement de droite. On va en parler. Ah bon, on va en parler, parce que quand même, c'est la première fois qu'on voit un homme de gauche proposer une mesure d'extrême droite à propos des cotisations sociales. On va rentrer dans le détail de son discours de politique générale sur les économies et sur le pacte de responsabilité. Mais sur cette cote de popularité, un président à 18%. Ah oui, ça pose un problème ou pas? Quand son Premier ministre est à 58%. Ça pose un problème dans un système de monarchie républicaine comme l'est la Ve République, parce qu'il faut que le monarque soit tout puissant. Si c'était une république, comment je dirais, plus avérée, plus ouverte, bon, on dirait le chef du gouvernement n'est pas populaire, on verrait dans les groupes majoritaires comment s'y prendre et corriger. Là, on ne peut pas. Le système est totalement rigide. Vous votez une fois, vous avez un président et vous en mangez pendant 5 ans sur la même ligne. Donc là, il y a des aspects très drôles d'ailleurs. Vous avez vu qu'il y a 2% de gens très satisfaits de lui. 2%. C'est-à-dire qu'il est en dessous de la marge d'erreur. Si ça se trouve, il y a moins 1% de gens très satisfaits de lui. Donc le système est complètement déséquilibré. La Ve République est à bout de souffle. Regardez comment François Hollande a aggravé les choses. Alors il enlève son secrétaire général de l'Élysée, il le nomme à la tête d'une institution qui est des plus importantes en France, la Caisse des dépôts et consignations, c'est l'argent public actif. On nomme quelqu'un qui peut-être a le talent de ça, mais ne l'a pas prouvé jusqu'à présent, change le premier secrétaire du PS, c'est du jamais vu. Ça, c'était l'UMP qui faisait ça, c'est normal, c'est leur manière d'être, je ne veux pas le critiquer. Ils ont ce système du chef, mais pas dans la gauche, on ne fait pas ça. Eh bien, il l'a fait. Si bien qu'il a créé un trouble immense, je pense qu'il va bientôt se vérifier par le fait que ce système, les gens vont enfin comprendre qu'il est à bout de souffle et qu'il faut venir à une démocratie plus respirante, plus souple, plus ouverte sur l'opinion des gens. Le problème, c'est qu'on entend bien que la politique menée par François Hollande et Manuel Valls ne vous satisfait pas, mais après, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale? La gauche va continuer à voter, va contourner la dissolution, parce que c'est ça qui se passe ensuite. Vous avez dit cette semaine, la dissolution, non, parce que il faudrait remettre la droite au pouvoir et je ne le veux pas. On m'a posé la question, est-ce que vous êtes pour la dissolution? Bon, je sais bien que si je réponds oui, on va me dire, mais vous êtes devenu complètement fou, nous allons perdre des élections législatives, est-ce cela que vous voulez? Donc c'est plus par ruse de vocabulaire que par conviction personnelle. Moi, j'estime que la démocratie n'est jamais trop dans une démocratie. Si je gouvernais le pays, on voterait beaucoup. Par référendum, par consultation, sur ceci, sur cela, notamment sur la politique européenne. C'est ça qu'il faudrait que fasse François Hollande. Mais il a très mal commencé le quinquennat,
parce qu'il avait dit « je vais renégocier le traité européen », il arrive à voir Mme Merkel et il signe tout. Donc il s'est mis lui-même dans le pressoir. Et depuis, il n'arrive plus à en sortir. Mais on nous dit que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle étape. Pour vous, les journalistes, vous savez bien comment ça marche tout ça. Il faut que le spectacle continue. Donc on change les têtes. C'est la même pièce, mais les acteurs ont changé. Alors on se dit, ah, celui-là le joue mieux que l'autre. Mais le fond reste le même. Valsero, c'est pareil. Ah ben non, dans le style, c'est très différent. Bon, moi j'ai appris, comme vous, en vous écoutant tous, à distinguer les styles. Bon, ce pauvre héros avait l'air tout le temps navré, désolé, fatigué par ce qu'il faisait. Valls, c'est plus dynamique, mais le fond est aussi cruel. Je vais prendre des choses simples. L'année dernière, 120 000 personnes se sont vues couper l'eau. 300 000 personnes se sont vues couper l'électricité. Enfin, c'est ça, la 5e puissance industrielle du monde. On en est à couper l'eau et l'électricité à de pauvres gens, quoi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la fin? Comment ils font sans eau? Eh bien, ce type de gouvernement, ce type de politique s'en moque. Regardez le martyre du peuple grec, n'est-ce pas? La mortalité des enfants a progressé de 40%. Ils s'en fichent. Ils sont là, ils klaxonnent de joie. Cette année, nous avons un excédent budgétaire. Poète, ils sont contents. Ah bon? Vous êtes content? Il y a un député qui a dit « Mais on a ramené votre pays à l'âge de la pierre et vous venez nous dire merci, monsieur le Premier ministre ?» Oui, ils sont comme ça. Seuls les comptes les intéressent, ce sont des comptes bidons d'ailleurs, mais la vie des peuples, les choses simples de la vie, non, ça ne les intéresse pas. Lequel des deux a le pouvoir aujourd'hui? Réellement? Réellement, Hollande, parce que c'est une araignée qui attend au fond de la toile de voir les autres s'emberlificoter dans leurs contradictions. Donc Valls va s'agiter beaucoup. Et puis il va s'emberlificoter dans le fait qu'il va falloir qu'il trouve 50 milliards à enlever aux gens, de la bouche des gens, et il va falloir qu'il en remplisse la bouche du patronat, du grand patronat, qui n'est jamais rassasié. Donc c'est Valls qui est dans le piège, et qui n'en sortira pas, évidemment. Et comptez sur moi pour ne pas le lui permettre d'en sortir. Et que va faire le Front de gauche, le parti de gauche, au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale? Quelle sera la bonne ligne? Est-ce qu'il va falloir rejeter tous les textes? Bien sûr. Il ne peut pas être question qu'on soit complice de ça. D'ailleurs, notre groupe... Ça veut dire que vous êtes dans l'opposition? Ah ben oui, dans l'opposition de gauche, ça c'est clair. Bon, il n'y a pas qu'une opposition en France, il y a une opposition de droite et il y a une opposition de gauche. Et puis il y a des gens qui hésitent, ce que je comprends parfaitement. Mais il y a une opposition de gauche. Le groupe Front de gauche que dirige André Chassaigne, donc qui en est le président, a voté contre la confiance. Remarquez que c'est une évolution, parce qu'à la dernière fois, on s'était abstenu. Cette fois-ci, on a voté contre. Et croyez-moi, ce ne sont pas les plus enragés qui sont dans le groupe à l'Assemblée nationale. Ce sont des camarades qui ont l'habitude de la vie parlementaire, donc qui savent qu'il faut doser. Mais pour qu'ils en soient arrivés là, c'est qu'eux-mêmes n'en peuvent plus. Ils sont en face d'un mur avec cette politique gouvernementale. Alors il faut voter. Surtout, mes camarades, ne faites pas l'erreur de mettre le doigt, si peu que ce soit, dans une forme de complicité avec ce qui sera rejeté massivement par le peuple français. Et il faut que nous soyons, nous, le point d'appui, que les gens se disent « Bon, on en a assez de cela, on peut compter sur eux, on peut compter sur le Front de gauche ». Et comme nous sommes revenus à une bonne ambiance entre nous, je veux dire entre les communistes, les PG et tous les autres, et que le front s'élargit, je pense que les Français peuvent se dire qu'ils peuvent compter sur nous. Justement, l'image de réconciliation, on l'a vu. À suivre la première manifestation contre le gouvernement Valls, la gauche radicale a marché hier contre l'austérité, entre 25 000 et 100 000 personnes, pour réclamer un changement de cap. Margot Chouraki et Guillaume Biron. Si terribles soient les misères qui s'abattent sur les nôtres, les jours heureux reviendront, car nous sommes là pour en préparer le chemin. Allez, avancez les camarades. En colère, des milliers de manifestants battent le pavé, 2 semaines après la débâcle municipale et le remaniement. La gauche de la gauche unie avec même quelques écologistes et qui se rêvent en alternative à la majorité socialiste. Cette manifestation, c'est le signal de départ que les forces de gauche qui refusent l'austérité, elles se remettent en mouvement ensemble. Et il y a ici des forces très diverses, syndicales, politiques, associatives. Il y a des écologistes, il y a des socialistes qui ne partagent pas les choix que vient de faire François Hollande après les élections municipales. La première différence entre le gouvernement Ayrault et le gouvernement Valls, c'est que la première manifestation à laquelle est confronté le gouvernement Valls, c'est une manifestation de gauche et pas des manifestations d'extrême droite ou d'ultra-droite comme le gouvernement Ayrault a connu pendant des mois et des mois. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle séquence politique qui s'ouvre. Entre 25 000 et 100 000 personnes manifestaient hier dans les rues de Paris, alors que le Front de gauche vient tout juste de lancer sa campagne pour les européennes du 25 mai. Quoi, cette marche au fond? Il y en aura d'autres? Oui,
De toute façon, elle a d'abord une vocation. Nous sommes en démocratie et nous voulons montrer qu'il existe une opposition de gauche. Il ne faut pas laisser la vie du pays être enfermée entre nous sommes d'accord avec François Hollande et nous nous coupons la gorge nous-mêmes, nous sommes d'accord pour donner nos salaires, nous sommes d'accord pour la misère et l'austérité, ou bien nous sommes repeints en fascistes ou en droite. Ce n'est pas possible. Donc il faut ouvrir un autre chemin. Et notre rôle est de montrer que ce chemin est ouvert. Il est par une coalition qui va s'élargissant à mesure que les circonstances obligent chacun à prendre position. Ce n'est pas moi qui ai séduit les Verts, je vous le dis tout de suite, ni même Besancenot. Mais les circonstances sont telles qu'on en vient à s'opposer. Rappelez-vous qu'au début, je n'acceptais pas le mot opposition de gauche. Non, je disais, vrai. ah ben non, écoutez, on n'a pas envie de se mettre... Vous l'assumez désormais. Mais les circonstances nous ont poussés à nous mettre dans cette posture. De même, les écologistes que vous voyez là, il y en aura d'autres. Alors pourquoi vous dites qu'il y en aura d'autres? Parce que Cécile Duflot, elle a été très claire. Elle vous a répondu à la main tendue, clairement, que vous lui avez adressée. Je ne crois pas à la guerre des gauches. Et elle ajoute, et l'écologie politique ne servira jamais de variable d'ajustement dans les règlements de compte entre les forces déclinantes du productivisme. C'est à vous, là, qu'elle s'adresse. Elle vous dit non. Mais je suis d'accord avec tout ce qui est dit là. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Je ne suis pas pour la guerre des gauches, dans la mesure où je considère que le gouvernement de Valls n'est pas un gouvernement de politique de gauche. Si nous étions en train de nous disputer entre des réformistes et des révolutionnaires, c'est-à-dire les uns diraient, comme dans les années 70, le SMIC à 1000 francs, non, à 1200, et alors commence une bagarre incroyable, et à la fin on a failli pas avoir du tout de SMIC. Bon. Mais c'est pas de ça dont on parle. On parle d'une politique de gauche et d'une politique de droite. La politique économique du gouvernement Valls, c'est une politique de droite. Donc je ne suis pas pour la guerre des gauches du tout. Je suis au contraire que pour que tous les gens de gauche s'accordent sur une gauche alternative. Deuxièmement, là où elle a encore plus raison, c'est que l'écologie politique n'a pas à servir de variable d'ajustement aux anciennes forces productivistes. Il faut être le paradigme écologique, c'est-à-dire la vision écologique du futur doit réorganiser toutes nos anciennes convictions. Moi, je suis un éco-socialiste. Je ne suis plus l'homme politique que j'ai été il y a 30 ans, qui était persuadé qu'avec le béton et l'électricité, on allait tout régler. Alors pourquoi vous êtes si sûr de vous? Pourquoi vous dites elle viendra? Ils viendront, les Parce Verts, les que écolos? tous ces gens, il y a un principe de sincérité. Moi, je pars de l'idée que tous ces gens sont sincères. Y compris Valls, il est sincère dans sa conviction. Donc je pense que Mme Duflot, M. Placé sont sincères. Et ils se disent, ça on ne peut pas continuer, il faut essayer autre chose. Bon, très bien, ils vont donc essayer autre chose. Mais où vont-ils trouver des alliés pour faire autre chose, sinon nous? Bon, où vont-ils trouver des alliés, sinon dans l'opposition de gauche qui se trouve à l'intérieur du Parti socialiste, qui n'est pas très courageuse, mais qui est là, qui porte la parole, qui essaye aussi de tirer dans l'autre sens. Donc, leur pente va les amener, un jour ou l'autre, à engager le dialogue avec nous. Et comme nous ne sommes pas rancuniers, nous ne sommes pas sectaires, nous ne demandons à personne de signer des papiers pour récuser leur passé. Alors, nous leur ouvrons les bras. Donc et vous voulez marcher devant, leur dirais-je. Vous voulez marcher devant. Marchez, je porte vos bagages. Si vous voulez. Donc vous êtes un allié des écolos, vous pouvez être aussi un allié de ces députés frondeurs qu'on a entendus cette semaine, qui sont encore socialistes, mais qui disent attention, pas à marche forcée, on veut un pacte de majorité. Est-ce que vous les voyez venir cela? Ou est-ce qu'il va falloir encore attendre un peu? Eux, c'est le plus difficile, pour être honnête. On a beaucoup accusé les Verts d'être très carriéristes, très bons, mais ils ont une fraîcheur et une souplesse qui leur permet, par exemple, de poser un acte aussi audacieux que de quitter le gouvernement, alors qu'une bonne partie d'entre eux n'en est pas convaincue. Mais Cécile Duflot, je crois, manifeste un sens stratégique. Elle comprend que la partie Valls-Hollande est perdue, que cette affaire-là nous emmène dans le mur avec des souffrances et que tous ceux qui auront partie liée à cette affaire seront disqualifiés. Alors, elle comprend. Et puis maintenant, elle va se mettre à chercher une solution alternative. Bon. Et forcément, elle va nous rencontrer. De même, les socialistes... Ça s'est pas déjà fait? Ah, on parle un peu, oui. Mais alors, je ne l'ai pas encore vu. Bon. Et je ne veux pas non plus lui faire dire plus que ce qu'elle veut dire, parce que pour l'instant, vous avez raison, elle ne veut pas. Mais je lui dis, il faut, Cécile Duflot, mes camarades, il faut que vous vous accordiez avec nous, parce que nous sommes d'abord de braves gens. Nous méritons, nous méritons la confiance. Regardez, madame, que j'aurais pu, et mes camarades auraient pu courir au gouvernement, se faire régaler de place. J'aurais pu, moi aussi... On vous l'a pas proposé? Si, on nous l'a proposé, bien sûr.
Bien sûr, mais ils n'en rêvent que de ça. Comme ça, c'est fini, ils n'ont plus de problème. Vous savez, leur but principal est de faire que nous n'y soyons plus, qu'il n'y ait pas d'alternative. Et pour ça, ils ont toutes sortes de supplétifs qui jouent le rôle de nous faire changer de rôle, à dire oui, mais vous savez, à la fin, au début, ils disaient ça. À la fin, ils viendront pour des places. Ah ben non, nous n'y sommes pas allés. Alors les socialistes, oui. Est-ce que vous les voyez venir? J'espère. Ben, il y a déjà Lim Vanok qui est venu, qui est un économiste de la gauche du parti, un proche d'Henri Emmanuelli. On m'a dit que n'était le fait qu'elle ait raté l'avion, Françoise Castex aurait dû être avec nous dans la manifestation. Moi, j'ai repéré des socialistes dont je ne veux pas dire le nom, sans oublier ceux qui m'ont envoyé des SMS de soutien. Et je sais que les socialistes savent que depuis toujours, je suis un des leurs, je suis un jaurétien. Mais le socialisme historique, à qui je dis deux choses. Premièrement, sortez vite de cette horreur. Ceci va vous discréditer pour des générations. Et deuxièmement, révisez votre logiciel de base. Il faut passer à l'écosocialisme. Ne répétez pas les vieilleries parasyndicales des années 2000. Bon, il y en a un qui vous a adressé un message. Après, on va venir sur des cas concrets, si vous étiez aux responsabilités. Mais juste un mot quand même sur ce... On parle pas trop de fond, là. Hein. On va en parler. On va en parler. C'est du fond, quand même, le rassemblement d'une autre gauche. Vous vous battez depuis longtemps pour ça, non? Alors, la faute politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est signé Julien Drey. Et il dit Jean-Luc Mélenchon détruit ce qui est le bien le plus précieux de la gauche, l'unité. Il veut l'unité de la gauche. Il dit c'est le seul moyen, au fond, pour qu'on reste au pouvoir et c'est le seul moyen pour reconstruire. Bon, d'abord, je suis ravi de faire gagner des sous à Julien avec un livre qui porte mon nom, parce que sinon, dans le cas inverse, il n'y serait peut-être pas arrivé aussi bien. Alors, quel est le résumé de son livre? Beaucoup de citations de Trotsky qui prouvent qu'il l'a mal lu. Beaucoup de comparaisons avec les années 30, bon, dont je ne veux pas saouler nos auditeurs, mais qui vous parlent. Mais qui me font rire, parce qu'il ne sait pas les bonnes citations. Mais je reviens à la thèse centrale. Il dit l'unité, l'unité. Et il n'y a que l'unité qui permet... Mais c'est vrai, mais l'unité, pourquoi faire? On ne va quand même pas faire l'unité avec Manuel Valls pour donner 50 milliards au patronat, quand même. On ne va pas faire l'unité pour ça. C'est ce que je me tue à dire à Julien et aux autres. Mais comprenez bien qu'on ne peut pas faire l'unité sur une politique qui divise le peuple. Qui divise aujourd'hui la gauche? François Hollande, pas moi. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Qui a décidé de faire l'ANI, vous savez, cet accord interprofessionnel? Il a divisé les syndicats. Ensuite, qui a divisé la gauche? C'est pas moi, c'est François Hollande en nommant Valls, l'homme dont les Verts avaient dit si c'est lui, on s'en va. Il le nomme. Ils s'en vont. Qui divise la gauche? François Hollande. Qui a divisé les syndicats? François Hollande. Qui divise les socialistes? François Hollande, encore une fois, en nommant des premiers secrétaires comme ça. Résultat, ce pauvre Cambadélis se retrouve nommé premier secrétaire par l'Élysée, ou un chouï après. Hein. Formellement, quelqu'un a dû voter, je ne sais pas où. Et c'est un homme de valeur, de talent, qui est carbonisé en 30 secondes. Et les socialistes, maintenant, sont divisés entre eux sur cette méthode étrange de désignation d'un premier secrétaire. Non, c'est pas moi qui divise, c'est Hollande. Donc que Drey fasse un livre, La faute de François Hollande, et je lui donnerai les bonnes citations. Et vous l'achèterez. Et vous le lirez. Eh bien, lui, il sera bien obligé de le lire. Vous avez donc une autre gauche qui est en train de se rassembler. Vous dites, je ne suis pas aux responsabilités. Un peu de politique fiction. Vous y êtes. Qu'est-ce qu'il y a de tellement différent? 3 mesures très différentes immédiatement. Ah, alors là, c'est très facile à faire. Hein. Ça, c'est le plus facile pour moi. Et c'est d'ailleurs, je vais vous dire... Alors, si j'étais président... Attendez, non, j'aime pas trop cette comédie-là parce qu'elle est... mais déjà, commençons par dire une chose. Souvent, je boue. Pourquoi? Parce que je me dis, on devrait faire ceci, on devrait faire comme ça. Bon, je vais pas faire du gadget, je pourrais commencer par dire... Ce serait du gadget? Ben, ou est-ce que ça donne du fond à quelque chose que vous expliquez bien avec sûr, vos mots? Résumer une politique en quelques mots, c'est du gadget. Mais je vais quand même le faire pour donner quelques signaux. D'abord, il faut traiter le fond, changer les institutions. Donc, il faut convoquer une constituante. Deuxièmement, il faut désobéir à l'Europe. Il faut dire, nous sommes la 2e puissance du continent. Maintenant, ça suffit de faire la politique des retraités allemands, parce que ça ne peut pas marcher. Une constituante, très vite, qu'est-ce que ça change? Pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que ça change dans le fonctionnement des institutions? Ça change cette organisation invraisemblable du pouvoir que tout le monde dénonce. Il n'y a plus une personne aujourd'hui qui ne dénonce pas la façon monarchique avec laquelle le pays est gouverné, l'éloignement, et qui va s'aggraver. On donne le pouvoir au peuple? Eh bien oui, mais surtout, on redonne cette capacité au peuple de le décider lui-même, pas de penser à sa place. Et en particulier en maintenant les départements, en irriguant les communes, au lieu de les détruire. Vous avez vu que la soi-disant... Alors, la lutte contre le millefeuille, qui a été la distribution entre les grands barons, le millefeuille administratif, disent-ils, aboutit à un appauvrissement de la démocratie. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est très important, franchement, de s'arrêter là-dessus, sur la gouvernance. Vous dites, au fond, on l'a vu tout à l'heure avec ce que vous disiez sur Manuel Valls et François Hollande, ça ne peut plus marcher, la 5e est essorée.
changeons le système. Une constituante, il faut redonner la parole au peuple. Comment? Très concrètement, dans la gouvernance, qu'est-ce que ça change? Il y a encore un président, il y a encore un Premier ministre, il y a encore une assemblée, Écoutez, il y a encore un dans tous Sénat. les pays que j'ai vus où il y a eu un processus de révolution citoyenne, à quoi moi j'appelle, on fait une constituante pour que le peuple se réapproprie ses institutions. Il n'y a pas d'autre source à la légitimité que la volonté populaire. Il faudrait s'en rappeler. La Ve République est à bout de souffle. Elle a été transformée 22 fois sans qu'on demande son avis au peuple. Je vous rappelle que au cours des 10 dernières années, 11 dernières années, on a changé quasiment une fois par an. Il est temps maintenant de la faire rebrasser par le peuple lui-même pour qu'il dise comment il veut organiser les pouvoirs. Et ça changera tout, parce que peut-être qu'on dépoussiérera définitivement la politique dans notre pays. Mais laissez-moi aller, si vous voulez bien, pour que je puisse bénéficier de ce temps de parole dont je dispose. Le deuxième, c'est la rupture avec l'Europe de Mme Merkel. Cette politique est en train d'étouffer les peuples et surtout de les jeter les uns contre les autres. Madame Roux, vous voyez, ce que je crains aujourd'hui, c'est que l'Europe a été inventée, au départ, on voulait qu'elle soit une source de paix. Et je crains qu'elle soit une source de guerre, en opposant les peuples entre eux et dans les peuples. Et enfin, troisième élément, donc cette politique économique d'austérité, il faut y mettre fin. On a un très bon reportage, vous verrez On tout va à le l'heure voir. sur la visite Alors d'Angela je viens Merkel sur en mon Grèce. troisième point. Je dis aux Français, vous êtes un grand pays. Et, pardon de me répéter, c'est, pour prendre un exemple, le deuxième territoire maritime du monde. C'est moi qui plaide pour ça. Je vois que petit à petit, je suis arrivé à convaincre M. Valls. C'est même Mme Le Pen qui a compris le sens du message. Donc, portons cette fierté de se dire, si nous entrons, si nous commençons l'économie de la mer, la France aura une respiration extraordinaire. On créera des dizaines de milliers d'emplois. Elle n'existe pas Et déjà, nous- l'économie de la mer? Elle est balbutiante. Tout est en place. On pourrait démarrer demain si on y mettait les fonds qu'il fallait, la confiance qu'il faut. Construire, déconstruire des navires pour ne plus s'exposer au ridicule de la situation, peut-être vous en souvenez-vous, de ce malheureux Clémenceau qui a erré en mer, que personne ne savait déconstruire. Mais surtout, faire la culture des algues, installer les hydroliennes en mer, commencer à gérer proprement la mer. Savez-vous que la mer, le capitalisme y est entré, les êtres humains vont y entrer. Nous sommes 7 milliards, nous entrerons Et en pourquoi mer. ce serait mieux que le capitalisme de la terre et que développer cette économie-là? Alors voilà, c'est l'occasion, c'est enfin l'occasion d'une belle page propre pour les êtres humains. On entre en mer, on commence par arrêter de tout dégueulasser, pardon de l'expression. Hein, donc les puits de pétrole, le ramassage, les nitrates qu'on jette à la mer sans s'en occuper. C'est tragique, vous savez, il flotte un continent de déchets dans l'océan. Il y a 2 zones où il n'y a plus une vie possible en face des côtes aux États-Unis. Donc, enfin, c'est la belle page où on peut dire, tiens, cette fois-ci, on va le faire sérieusement et sans tout meurtrir. Et comme on changera la manière d'être en mer, du coup, on changera la façon de faire à terre. Car on changera les sources d'énergie, par exemple. On pourrait commencer à tourner la page du nucléaire, tout de même. Il faut s'y mettre, non? Vous ne croyez C'est pas? prévu, il paraît. La loi de transition énergétique avant l'été. Il faudrait se dépêcher de prendre une décision, parce que les centrales ont déjà 30 ans, pour certaines 40. Il est temps de tourner la page du nucléaire. Ça n'est pas jeter la pierre à ceux qui travaillent dans le nucléaire aujourd'hui, ni même dire qu'il Ce sont les des fait pas. emplois, vous le Mais savez oui, bien. mais il faut donc qu'on prenne la relève avec une autre source d'énergie, au moins aussi abondante. C'est pour ça que moi je crois, comme tout le monde est divisé sur le sujet, il faudrait qu'on fasse un référendum sur le nucléaire. Et moi, à ce moment-là, j'exposerai mes idées. Et j'accepterai qu'on me dise, Monsieur Mélenchon, arrêtez de parler, dites-nous comment vous faites. Et à ce moment-là, je dirai, voilà comment nous allons nous y prendre pour remplacer l'énergie nucléaire. Mais vous savez, c'est un chantier pour la science d'abord. Personne ne sait refroidir les déchets. Qu'est-ce qu'on va en faire, Madame Roux? Personne n'a l'air de vraiment s'en soucier. Mais c'est intéressant que vous parliez du nucléaire, parce que toutes ces forces-là qui se sont réunies autour de vous lors de cette marche, il y avait des communistes, on sait bien quelle approche ils ont du nucléaire, il y avait des écolos. Est-ce que vous ne vous retrouveriez pas aux responsabilités avec les mêmes contraintes de faire avancer une majorité avec ces contradictions, avec ces Déjà, divergences? je serai libéré d'une contrainte, c'est le carcan de Madame Merkel. Car moi, je ne lui obéirai pas. Et je ne ferai pas sa politique. Donc je trouverai tout de suite une souplesse budgétaire que nous n'avons pas aujourd'hui. Et deuxièmement, bien sûr qu'il y a des contradictions, mais j'ai la méthode pour les régler. Par exemple, sur le nucléaire, eh bien, allons-y, on discute et on tranche. Mais c'est le peuple qui tranche, tout le peuple. Et chacun donnera ses arguments sur les 2 plans qui nous intéressent. La sécurité d'un côté, l'indépendance, cela va de soi, et enfin, la capacité d'avoir une autre source d'énergie. Mais j'aurai le moyen de le faire. Que propose François Hollande? Il a trouvé tout seul dans son bureau la solution. Ne rien faire, ne pas bouger. Et son indécision, vos décisions. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un va nous dire, écoutez, tout ce que vous racontez, c'est bien, mais on ne peut plus changer de cap. Est-ce que vous ne vous retrouveriez pas aux responsabilités avec les mêmes contraintes de faire avancer une majorité avec ces contradictions, avec ces Déjà, divergences? je serai libéré d'une contrainte, c'est le carcan de Madame Merkel. Car moi, je ne lui obéirai pas.
et je ne ferai pas sa politique. Donc je trouverai tout de suite une souplesse budgétaire que nous n'avons pas aujourd'hui. Et deuxièmement, bien sûr qu'il y a des contradictions, mais j'ai la méthode pour les régler. Par exemple, sur le nucléaire, eh bien, allons-y, on discute et on tranche. Mais c'est le peuple qui tranche, tout le peuple. Et chacun donnera ses arguments sur les deux plans qui nous intéressent. La sécurité d'un côté, l'indépendance, cela va de soi, et enfin, la capacité d'avoir une autre source d'énergie. Mais j'aurai le moyen de le faire. Que propose François Hollande? Il a trouvé tout seul dans son bureau la solution, ne rien faire, ne pas bouger, et son indécision, vos décisions. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un va nous dire, écoutez, tout ce que vous racontez, c'est bien, mais on ne peut plus changer de cap. Alors, vous avez envie d'en parler d'Angela Merkel, je le sens bien depuis le début de l'émission. Alors, je vais vous faire un cadeau à suivre. Notre dossier. Angela Merkel de retour en Grèce. Le pays essoré par la rigueur a réussi son retour sur les marchés financiers. Mais les Grecs ne sont pas encore prêts à remercier la chancelière qui fait figure d'épouvantail. La France, de son côté, espère obtenir un sursis. Elisa Coudray et Mathieu Vibo. Merkel, persona non grata dans les rues d'Athènes, incarnation d'une austérité détestée. Merkel, pour les Grecs, c'est l'ennemi. C'est la mauvaise politique. La politique qui nous a tous mis au chômage. Alors qu'importe si les autorités ont interdit toute manifestation. Au même moment, à quelques rues de là, et sous haute surveillance, la chancelière est reçue par le Premier ministre Samaras. Une visite pour saluer le retour de la Grèce sur les marchés après 4 ans d'absence. Une victoire, dit-on ici. Je crois fermement qu'après une phase très dure et qui n'est pas terminée pour un grand nombre de Grecs, je crois qu'il reste à ce pays d'innombrables possibilités à explorer, des capacités qui n'ont pas été exploitées et sur lesquelles la Grèce peut compter après avoir emprunté un chemin difficile. Fini les discours de rigueur budgétaire. Merkel, tout sourire, distribue les encouragements. Un changement de ton pour une opération réhabilitation à quelques semaines des élections européennes. Dans les sondages, le parti Syriza, la gauche radicale, est au coude à coude avec la majorité au pouvoir. Dans la rue, ces militants ne croient pas au message optimiste de Merkel. Est-ce que les choses vont mieux pour la Grèce? Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Après 4 années d'austérité, il y a eu 4000 suicides et le chômage des jeunes de moins de 25 ans a atteint les 60%. Les marchés et les instances européennes mettent en avant un succès. Et cela pour une seule raison, que tous les peuples des pays de l'Union continuent de se soumettre aux politiques d'austérité. Mais c'est un autre parti qui fait trembler l'Europe. Les néo-nazis d'Aube dorée. Eux aussi réunissaient leurs partisans vendredi. À la tribune, les leaders enchaînent les discours musclés qui promettent à une Grèce humiliée de relever la tête. Merkel a reçu notre message. Raos. Merkel, l'usurière, a compris. Ses pions, Samaras et compagnie sont morts politiquement. C'est fini. Le temps de l'Aube dorée est venu. L'Europe a maintenu la Grèce dans une position d'infériorité. Il n'y a que l'intérêt des grands pays qui compte, surtout celui de l'Allemagne. L'Aube dorée, qui pourrait le 25 mai dépasser les 10% et devenir la 3e force politique du pays. Le problème, quand on regarde ce reportage, c'est qu'on se dit entre la gauche radicale et l'extrême droite, au fond, vous avez une seule personne en ligne de mire, c'est Angela Merkel. Vous vous retrouvez sur ce combat-là? Oui, mais votre commentaire lui-même est aussi tendancieux que ce reportage. Parce que, évidemment, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ne rien dire de Madame Merkel. Est-ce que là, on vient de voir quelque chose, pardon de vous le dire, qui est très déséquilibré. Aube dorée fait 7%, nous 29%. Donc, est-ce que l'image à montrer, c'est le congrès de ce ramassis de nazis qui, eux, confondent, ont une attitude ethnique contre les Allemands, pas les nôtres,
Les nôtres, vous les avez entendus avant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la politique de Mme Merkel. Moi, je dis la politique de Mme Merkel. Je ne dis pas les Allemands en général. Donc c'est très ça la important. différence. Mais c'est important de le souligner, ça. Ah ben, c'est vital. Nous sommes unis au peuple allemand, aux Allemands eux-mêmes. Ils souffrent plus que nous, les Allemands, de cette politique soi-disant merveilleuse. C'est en Allemagne qu'il y a le plus de pauvres comparativement à la situation du pays. C'est en Allemagne qu'ils ont inventé les jobs à 1 euro. Les Allemands souffrent de la politique de Mme Merkel. La politique de Mme Merkel, c'est la politique de la droite allemande qui est faite pour un secteur de la population allemande, je peux dire lesquels, les retraités par capitalisation, comprenez-le. Ce n'est pas une affaire de nationalité, c'est une affaire d'organisation politique et économique. Pour que les retraites par capitalisation soient payées, il faut qu'il y ait beaucoup de dividendes payés aux fonds de pension. Donc, ils sont obligés d'avoir le niveau le plus élevé de taux de profit. Et deuxièmement, il faut que les retraites par capitalisation ne fondent pas, donc il leur faut un euro fort. Pardon, mais en quelques formules, je viens de vous résumer la cause de tous nos malheurs. Et comme Mme Merkel est puissante en Europe et que c'est la politique du capital, tous les autres disent bravo. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est un peuple qui n'en peut plus. Et à nous, qu'est-ce qu'on nous répond? Chaque fois que nous disons on n'en peut plus, on fait autre chose, on dit ah oui, mais vous avez vu l'extrême droite. Et François Hollande, d'une manière assez misérable, est allé, alors que tous les Grecs, mes amis grecs me disaient bon, peut-être que vous exagérez, vous les Français, maintenant avec un pouvoir, avec Hollande, ça va aller mieux pour nous, on aura un allié. Il est allé là-bas faire campagne contre les nôtres, pour soutenir l'inepte PASOK, M. Papandréou, qui s'est effondré dans les votes, qui est un lâche et qui a trahi son peuple, et la cause pour laquelle il était mandaté, puisqu'il n'a pas résisté à l'Europe de la finance. C'est lui qui a donné les clés de la maison à la finance. Ce que vous répond aussi François Hollande, vous ne lui parlez pas souvent, mais ce qu'il vous répondrait, c'est pas Angela Merkel le problème ce sont les marchés. Une augmentation de 0,5 points des taux, c'est 4 milliards d'euros. Et voilà. Par conséquent, s'ils valent jusqu'au bout, je conseillerais le rétablissement de l'esclavage. Parce qu'il n'y aurait plus de cotisations sociales à payer, il n'y aurait plus de salaire, et les marchés seraient très contents de nous. C'est absurde, Madame Roux. La société est organisée, et il faut que chacun y trouve son compte. Les salariés doivent avoir leur compte. Les braves gens doivent pouvoir trouver du travail. Alors, le taux d'intérêt, figurez-vous, qu'il ne fait peur qu'à ceux qui ont envie d'avoir peur. Car les 2/3 de l'argent que nous avons dans notre dette est dû à des fonds de pension étrangers. Par conséquent, nous sommes en état de dire si vous n'êtes pas raisonnable, c'est-à-dire si vous augmentez les taux d'intérêt, à supposer que nous continuions à nous endetter sur le marché extérieur, je suis en état d'appuyer sur le bouton et c'est vous qui sautez. Parce que la France, le lendemain, elle recommencera à travailler et à produire. Le lendemain matin, tandis que vous, le lendemain matin, vous êtes mort. Parce que votre argent ne vaut plus rien. Voilà, nous avons en nous la ressource. On ne me fera jamais croire que la 5e puissance du monde est un risque financier. Ce n'est pas vrai. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que la dette ne sera jamais payée par personne. Vous m'entendez, Madame Roux ? Les Espagnols ne paieront pas la dette, les Grecs ne la paieront pas parce qu'elle a augmenté depuis qu'on pratique cette politique. Est-ce que vous avez entendu une légère inflexion dans le discours de Michel Sapin, discours de Manuel Valls ? Très bien la rigueur budgétaire, très bien le sérieux budgétaire, très bien la trajectoire imposée par Bruxelles, mais pas à marche forcée. Il y a un bras de fer qui est en train de se jouer aujourd'hui avec l'Allemagne. Ça vous fait marrer l'expression bras de fer? Pourquoi? Non, Ce serait bien qu'on négocie un avec des mollassons sursis. pareils, des bras de fer, non, quoi. C'est plus un bras de fer, c'est plus du jeu, quoi. Gagner du temps, c'est pas une bonne chose? Ah ben bien sûr, qu'il fasse pour le mieux. Moi, je ne ferai pas comme ça, mais si simplement il donne l'impression de résister, c'est bien. Mais je mets en garde sur un point. François Hollande a commis une faute psychologique considérable à l'égard de Mme Merkel. C'est d'annoncer au peuple français qu'il allait renégocier le traité et de ne pas le faire. Parce que les dirigeants allemands sont ainsi faits qu'ils l'ont interprété comme une preuve de faiblesse et de peur de notre part, ce qui est une erreur très profonde. Et donc, il ne faut pas menacer ce que l'on n'est pas capable de faire. Il ne faut pas menacer de ce dont on n'est pas capable. Ça nourrit la déception. Mais pas la déception, on s'en fiche. Ça fait que l'autre en face ne vous croit plus. Par conséquent, si vous le menacez au moment où vous êtes en état de créer un rapport de force et que vous ne le faites pas, eh ben le coup d'après, l'autre se dit cause toujours. La déception, c'était celle du pays et celle du oui, peuple de le gauche. pays, lui, il n'est pas au courant, on lui cache l'essentiel. Madame Roux, écoutez, François Hollande écrit dans un journal de révérence et de référence qu'il faut faire vite le grand marché transatlantique. Les Français ne sont pas au courant de ce que c'est. Ça fait 10 ans que ça se négocie. Vous croyez qu'il va l'expliquer? Est-ce que Manuel Valls en a parlé une seule seconde dans son discours d'investiture? Pourtant,
s'il prétend être Premier ministre jusqu'à la fin de la mandature, c'est sous la fin de ce quinquennat que cet accord devra être signé. Pourquoi ne ferait-il pas un référendum? Pourquoi ne résistent-ils pas? Ils ne font rien, ils sont déjà couchés. Donc il est temps de les remplacer. Bon, nous sommes disponibles pour le faire. Pour tenir tête à Mme Merkel, il faut des caractères. Et j'estime que notre manière de nous préparer, nous, le Front de gauche, en montrant cette détermination et cette force, nous enseignons à ceux qui nous regardent qui nous sommes. Vous n'êtes pas un allié de Manuel Valls. Vous n'avez rien à négocier avec lui. Vous accepteriez de discuter avec lui? Ah ben, avec tout le monde, je suis prêt à discuter. Regardez, je suis même allé sur un plateau discuter avec Mme Le Pen. Il ne faut renoncer jamais à convaincre. Il faut toujours être présent avec ses arguments en se disant on a une chance de faire bouger la vie des autres. C'est la règle de la démocratie. C'est ou ça ou les coups de bâton. Moi, je préfère ça. Un mot quand même sur l'enquête du Parisien. Ce matin, vous voulez redevenir député européen? Oui, oui. Bon, vous avez vu que vous faites partie des grands absents de Strasbourg. Non, vous exagérez, chère madame, parce que déjà que c'est calamiteux comme propagande, mais je ne suis pas les grands absents. Alors, les mauvais élèves. Voilà, mauvais élèves. Alors, d'abord, je récuse absolument ça. Bon. Il y a plus... Ah non, mais vous ne pouvez pas jeter votre boule puante et après dire on passe à autre chose. Je vous donne la possibilité de répondre. Voilà, je réponds à ça. Ça, c'est un des sites de classement. Bon. Il ne tient compte que d'une seule et unique chose, le nombre de fois on bouge les doigts dans la machine à voter. Nous faisons un vote toutes les 12 secondes quand nous y sommes. Mais je suis sur un autre site le premier des Français pour les explications de vote. Je fais ce que je peux. Alors il me dit, je me jette à la figure, vous faites 0 rapport. Mais bien sûr, on ne nous en propose pas. Bon. Madame Roux, je vais vous dire ce que ça a de gênant. Bon, je comprends que vous vous en amusiez, mais moi je vous pose la question. Oui, non, vous ne me posez pas une question. Vous mettez là affiché un tableau. Et je vous dis, est-ce que ce à côté chiffre de ce correspond néant à votre ambulant présence? d'Harlem Désir et de Madame Le Pen. Bon. Je suis un gros travailleur, je passe ma vie à ça. Donc je ne supporte pas d'être méprisé. Et je vais dire aux médias, classons combien de fois le journal en question, c'est-à-dire Le Parisien, a parlé d'Europe au cours de l'année dernière. Combien de fois il s'est intéressé dans mes meetings quand j'en ai parlé? Vous voyez bien, ils ne le font pas. C'est de l'hypocrisie. Et il y a quelque chose de fascistoïde à cette façon de faire. Je vais vous dire quoi? C'est jeter le discrédit sur tous les élus. Sauf, évidemment, le journaliste qui révèle la vérité, etc. C'est-à-dire que c'est une façon de discréditer tout le monde. Moi, je suis un guerrier parlementaire. Bon. Ma manière d'être parlementaire, écoutez bien ça, j'ai rendu compte de toutes mes absences. Qui le fait? Quand je suis absent, où suis-je? En train de faire la fête avec Madame Roux? Non. Je suis dans la rue, en train de manifester, en train de mener la bataille, d'écrire des livres, de faire des discours, et je me bats pour défendre contre cette Europe une autre idée de l'alliance des peuples. Il faudrait en parler. Ce n'est pas juste de traîner dans la boue les gens comme ça. Ce n'est pas juste. C'est clair. Ben Allez, oui, à suivre la feuille de route de Manuel Valls. Plus vite, plus fort. Le Premier ministre met sa méthode au service du cap fixé par François Hollande. On l'a dit, réforme territoriale, baisse du coût du travail, geste fiscal en faveur des ménages, mais surtout un objectif assumé, faire des économies. On l'écoute. En 2012, oui, nous avons trouvé une dette qui s'était envolée et un déficit des comptes publics de 5,2% du PIB. Nous l'avons déjà ramené à 4,3 en 2013. Et nous allons poursuivre ce redressement tout au long du quinquennat. Je vous propose un changement de rythme pour éviter tout recours à l'impôt et pour financer le redressement de notre économie. 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans, de 2015 à 2017. L'effort doit être partagé par tous. L'État et ses agences en prendront la plus grande part, 19 milliards d'euros. 10 milliards proviendront de l'assurance maladie et 10 milliards supplémentaires des collectivités locales. Le reste viendra d'une plus grande justice, d'une mise en cohérence et d'une meilleure lisibilité de notre système de prestations. Mais, mesdames et messieurs les députés, je ne veux pas casser la croissance. Sinon, nos déficits ne diminueront pas et le chômage ne sera pas réduit. Je suis pour le respect de nos engagements, pour le sérieux budgétaire, pas pour l'austérité. Voilà l'inflexion dont on parlait tout à l'heure, pas pour l'austérité. Quoi, ça vous fait sourire? Bon, ce sont des mots, ça ne veut rien dire. À l'instant même, vous venez de montrer une séquence où il annonce plusieurs dizaines de milliards de ponctions supplémentaires sur l'économie. Et juste derrière, il dit « je ne veux pas casser la croissance ». Donc, sur quoi compte-t-il?
Comment pouvez-vous enlever 10 milliards sur le fonctionnement du système social et de santé français, 10 milliards sur les collectivités locales, 10 milliards encore dans le budget de l'État? Vous enlevez tout ça et ça marche comment? Il compte sur un truc, l'entreprise. Voilà. Non? Truc, l'entreprise. Voilà. Non? Ça, c'est le mot magique. Mais parce que vous croyez que les entreprises, par quoi croyez-vous qu'elles sont mues? Par les baisses, comme vous dites, de charges? Mais c'est une mauvaise plaisanterie. Baisse du coût du travail, non? La possibilité d'employer, d'embaucher. Vous pensez que plus on baisse le coût du travail, plus la possibilité d'embaucher augmente? Bah, c'était ça, la gauche demandait même des contreparties Voilà. au pacte de responsabilité. Voilà. Eh bien, pourquoi il n'y en a pas? Parce que tout simplement, c'est impossible. L'entreprise ne fonctionne pas sur des normes purement financières comme celles qu'énoncent ces socialistes qui ne connaissent que la très grande entreprise. Ce qui est le moteur de l'entreprise, c'est le carnet de commandes. Et pour que le carnet de commandes soit riche et abondant, il ne suffit pas seulement de produire n'importe quoi, n'importe comment, en ne tenant aucun compte des ravages écologiques. Il faut, et donc pour que le prix soit bas, il faut produire des objets de qualité nécessaires et que le carnet de commandes soit abondant. Quand le carnet de commandes est abondant, le patron râle. Bien sûr, il râle tout le temps. Tous les Français râlent tout le temps. Il ne faut pas se repérer là-dessus. Il faut se repérer sur le fait que la boîte tourne. Et pour qu'elle tourne, il faut qu'il y ait un volant d'entraînement. Monsieur Valls, comme Monsieur Hollande, comme tous les sociolibéraux de droite du continent, pensent que c'est en abaissant ce qu'ils appellent le coût du travail. Madame Roux, écoutez-moi. Le travail ne coûte rien. Vous m'entendez? Le travail ne coûte rien. Le travail est la source de toutes les richesses. C'est-à-dire que c'est le travail qui produit le dividende, le profit, le bénéfice, les cotisations. Il y a des charges sur le travail ou pas? Non, il y a des coûts, il y a des prix, mais quelle charge? La cotisation sociale, c'est une charge? Oui, Vous pensez que c'est une charge? Ah ben non, c'est un salaire. C'est un salaire différé. Écoutez-moi bien, vous croyez qu'on va pouvoir avoir des usines qui tournent avec des produits dynamiques et modernes, avec des ouvriers malades qui ne peuvent pas se soigner, avec des gens qui ne peuvent pas s'arrêter quand il le faut, avec des personnes de plus de 60 ans, 62, 63, 64, à des postes de travail pénibles, ou bien au chômage, en train de se dévorer d'angoisse et de stress parce qu'ils n'arrivent pas à boucler la fin du mois. Vous le savez mieux que personne, l'objectif de ce discours-là, vous dites ce sont des mots, l'objectif c'est de redonner la confiance aux entreprises. Mais c'est de la flûte. Les entreprises n'ont pas besoin de confiance, ont besoin de carnet de commandes. Moi, j'arrive et je leur dis, nous allons faire l'économie de la mer, donc j'ai besoin de tant de milliers de tonnes d'acier. Mais pas que public. Madame, si j'emprunte à 2% sur les bas de laine des Français, en leur disant ça vous appartient, et regardez ce que je mets en face, une éolienne, une usine pour produire des algues, un atelier de déconstruction, vous êtes certain que votre argent n'est pas jeté par les fenêtres, et surtout qu'il correspond à une réalité. Alors que si vous placez votre argent à la banque et qu'elle le met dans un fonds de pension, un fonds d'investissement, si ça se trouve, vous n'en reverrez pas la couleur. Tandis que moi, je vous propose quelque chose qui existe. Savez-vous combien les Français ont dans leur bas de laine? Une année entière de fonctionnement de la France. Par conséquent, ils sont disponibles. D'ailleurs, quand on leur propose le livret A et qu'on monte le niveau, ils mettent leurs sous. Il y a des gens qui peuvent faire des économies et quand ils font des économies, aider l'économie du pays. Donc, moi, je remplis les carnets de commandes. Eux vident les poches des travailleurs. Choisissez. Quand vous entendez pacte de solidarité, en plus du pacte de responsabilité, vous vous dites au moins il a entendu une partie de ce qu'ont exprimé les Français dans les urnes? Non, il a compris que les gens en avaient après lui. Donc il essaye, comme d'habitude, de mettre des mots sur la table. Alors on va faire un pacte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pacte? C'est la République elle-même qui est un pacte permanent de solidarité. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas la peine de rajouter des mots. Dites-nous des choses concrètes. Qu'est-ce qu'il y a dans tout le discours de Manuel Valls pour la personne lambda ordinaire aujourd'hui même? Il y a une seule et unique chose. Il leur fait cadeau d'une partie de leur propre salaire, qui sont leurs cotisations sociales. Il les leur donne. C'est une idée que seule avait osé risquer Madame Le Pen. Pour quelle raison? Parce que ce salaire qu'est la cotisation sociale, c'est une obligation, c'est un bout de votre salaire. Comme vous êtes obligé de prendre une assurance pour vos mômes quand ils vont à l'école, vous êtes obligé. Donc ça vous appartient. C'est une part du salaire des travailleurs. Il la leur donne et il dit, ben voilà, c'est qui va payer cette part qu'ils ne paieront plus? Qui? Il a annoncé 10 milliards vont être retirés de la sécurité sociale. Et deuxièmement, vous le paierez par vos impôts. Autrement dit, travailleurs, vous allez gagner 40 € de plus par mois, mais ces 40 € vont vous servir à payer l'impôt qui va permettre à Manuel Valls de vous donner 40 €. Il annonce aussi, On se moque du monde. Il annonce aussi une baisse des impôts pour les plus bas salaires. Nous allons voir, mais voyons. Mais tout ça, je commence par vous montrer qu'il s'agit d'une mystification. Cette affaire de la cotisation sociale donnée en salaire net, à supposer que cela se fasse vraiment, c'est une escroquerie.
Ce qu'il faut maintenant, c'est élargir la part des revenus des travailleurs, des salariés, on va dire en général, sur la part générale de la richesse produite. Or, sur la part générale de la richesse produite, il y a 10 points qui sont passés des poches du travail au capital. Il faut les y ramener. On va donner la parole maintenant à Bastien Hugues, et puis après on dira un mot de l'Ukraine. Bastien. Oui, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. On a reçu énormément de questions ce soir. La première, elle vous est posée sur France TV Info. Comment expliquez-vous que vos amis communistes aient perdu de nombreuses villes au municipal ? Ah, je sens la question bien intentionnée. Eh bien, il y a un recul en général de l'électorat de gauche qui a préféré souvent rester à la maison, et nous en avons été victimes de façon des fois assez injuste. Vous savez, je le dis aussi pour des socialistes, qui étaient des très bons maires socialistes, qui avaient bien fait leur travail, mais les gens ont vu socialiste, on ne veut pas. Et ce qui nous est arrivé souvent, c'est que nous, comme on est assez rassembleurs, on a pris des socialistes avec nous au premier tour et nous en a cuit. Et là où on n'en a pas pris, parce qu'ils s'opposaient à nous, comme c'est le cas à Aubervilliers, ou comme c'est le cas à Saint-Denis, ou à Grenoble, alors là, on a gagné. Donc c'était une erreur de s'allier avec les socialistes? Non, ça dépend des endroits. Moi, qui suis-je pour donner des conseils? Vous étiez contre ces alliances avec les socialistes? Oui, mais attendez, il y avait deux cas. J'étais pour qu'on fasse des listes autonomes, et je crois que les résultats ont montré que j'avais assez raison. Mais là où on avait les maires sortants, leur devoir était de rassembler. Ils voulaient, parce qu'ils sont comme ça, les nôtres, ils veulent que tout le monde soit ensemble. Bon, et on leur a dit, attention, vous embarquez des passagers qui posent problème, quoi. Mais on n'en était pas sûr, donc moi je ne leur jette pas la pierre, je leur dis, ils étaient dans leur rôle de maire, qui est un rôle de rassembleur. Allez, une autre question, Bastien. Oui, ces derniers mois, on vous a entendu dire à plusieurs reprises qu'on ne peut pas continuer avec cet euro-là. Un internaute vous pose cette question, pourquoi refusez-vous de proposer une sortie de l'euro? Parce que je me prépare à gouverner. Et j'essaye de parler de manière, constructive et habile. Je ne vais pas dire aux Allemands que je leur fais cadeau de l'Europe. Voilà. L'euro appartient aussi aux Français. La question n'est pas l'euro, c'est comment on gère l'euro. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on a une banque centrale indépendante, qui ne rend pas de compte et qui n'a qu'un seul objectif, lutter contre l'inflation, et que cette banque ne peut pas prêter directement aux États, nous allons à la catastrophe. Donc si nous déverrouillons là, nous déverrouillons toute la situation. Mettez que j'aille voir Madame Merkel, je lui dirai, nous sommes la deuxième économie du continent. Vos histoires de retraités allemands, ça suffit. Voilà ce que nous demandons. D'ailleurs, nous désobéirons au traité. Elle va me dire, mais Monsieur Mélenchon, vos prédécesseurs ont signé, la parole de la France est engagée. C'est vrai. Donc je demanderai au peuple français de voter. On continue ça ou on arrête? À ce moment-là, tout le monde saura. Ou bien on cède aux Français sur la question de l'euro, ou il n'y a plus d'euro. Mais ce n'est pas moi qui vais prendre la décision de plonger toute l'Europe dans le chaos, simplement pour faire une déclaration qui serait sympathique sur un plateau de télévision. S'il vous plaît, des réponses courtes, il nous reste 5 minutes. Mais c'est compliqué ça aussi. Je sais, mais allez, un petit effort. Un autre sujet sur Facebook. Êtes-vous satisfait que Manuel Valls ait régularisé 50% de sans-papiers en plus l'an dernier? Comment expliquer une telle aberration quand on a déjà 5 millions de chômeurs? Il doit y avoir des raisons, j'en suis sûr, parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas la réputation d'avoir la main souple pour ce qui est de signer. Il doit donc y avoir des raisons. Et j'adjure que les gens comprennent que la situation est souvent plus compliquée qu'ils ne le croient. Et surtout qu'ils n'aillent pas croire que la France ferait une affaire en expulsant tous les immigrés et leurs enfants qui se trouvent sur notre sol, car ce serait la ruine assurée, vu que c'est eux qui payent quelque chose comme une 50aine de milliards à la sécurité sociale, sans lesquels les comptes seraient désastreusement creusés. Ouais. Allez, une dernière question, Bastien. Oui, courte sur Twitter. Que pensez-vous du projet de Hollande et de Valls de passer de 22 à 12 régions? Je ne suis pas très régionaliste, mais c'est un niveau d'action qui est assez proche des départements pour que ça fonctionne. Mais ce n'est pas ça que je lui reproche le plus, c'est de vouloir supprimer les départements. Et de vouloir, sous prétexte de lutter contre un millefeuille qu'ils ont eux-mêmes largement contribué à faire, réduire les libertés locales. Je le dis à ceux qui m'entendent, les libertés locales sont fondatrices des libertés en France. C'est par les communes que l'habitude de voter a été prise, mais y compris sous l'Ancien Régime. Détruire tout ça, c'est très grave. Tout ça pour faire quoi? Des économies de quoi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il n'y aura plus, comme avant, des budgets sociaux? Bien sûr que si. Est-ce qu'il n'y aura plus des routes à faire? Bien sûr que si. Donc ce sont des fausses économies. Ce qu'il est en train de faire, c'est de concentrer le pouvoir sur quelques mégapoles où régneront quelques satrapes de circonstances, après qu'on ait découpé la France de la manière que vous savez. Je vais vous dire, une France sans département, avec des régions et sans pouvoir communal, ça a déjà existé. Ça s'appelle le Moyen-Âge et l'Ancien Régime. Bastien? Oui, que pensez-vous du bourbier dans lequel la France s'enfonce mois après mois en Centrafrique? Question sur Facebook. Je n'en pense pas du bien, mais je n'ai pas l'intention d'accabler mon pays.
parce que beaucoup, très nombreux et très les centrafricains qui demandaient que la France fasse quelque chose. Vous comprenez? C'est l'inconvénient de la puissance, puisque nous sommes tout le temps là, alors les gens disent, tant qu'à vous voir ici, faites quelque chose d'utile. Et à l'époque où les armées françaises sont intervenues, il y avait des raisons de le faire. Maintenant, il faut le faire avec assez d'habileté pour qu'on ne donne pas le sentiment d'aider les uns contre les autres. Mais je ne me mêlerai pas ici de le discuter en quelques mots, ce serait injuste pour tous ceux qui sur place essayent de bien faire. Mais vous aurez remarqué que cette Europe qui ne sert à rien, la baronne Ashton, qui est, paraît-il, la chef de la diplomatie européenne qui ne fait rien, ferait mieux de se bouger un peu et d'y envoyer de l'aide et du renfort pour aider les gens à vivre. Et vous verrez que dès lors qu'ils vivront, la guerre s'arrêtera. Alors justement, la diplomatie européenne, vous m'assurez une transition avec les photos d'actualité. On parle naturellement de ce qui se passe en Ukraine, escalade militaire en Ukraine. Le gouvernement pro-européen d'Ukraine a dénoncé une agression de la Russie après une série d'attaques de groupes armés pro-russes dans les villes de l'Est. Est-ce que vous soutenez toujours la démarche de Vladimir Poutine? Pardon? Est-ce que vous soutenez toujours la démarche de Vladimir Poutine Poutine face au gouvernement putschiste en Ukraine, comme vous l'aviez dit? Qu'est-ce que vous racontez? J'ai jamais soutenu jamais de la vie. Vous n'avez pas parlé de gouvernement putschiste en Ah oui, Ukraine? ça j'ai parlé de gouvernement putschiste, mais j'ai jamais dit que je soutenais Poutine. Donc, c'est tout le contraire. Quelle raison est-ce de le soutenir? Aucune. Ben, c'est absurde. Non, ce que je dis, c'est que tout ça, là, les images que vous nous montrez, c'est de la propagande. Parce que quand les mêmes, dans l'autre sens, jetaient des pierres, tiraient sur des gens, vous savez qu'on ne fera pas d'enquête sur les snipers qui tiraient depuis les toits, parce que de l'avis du laiton, à Madame Ashton, du ministre des Affaires étrangères, les snipers étaient en réalité ceux-là même qui protestaient en bas. Donc, non. Donc, est-ce que vous faites une différence entre ce qui s'est passé en Crimée et ce qui se passe là avec les villes de l'Est en Ukraine? Écoutez, dans le Disneyland médiatique, il faut qu'il y ait des méchants et des bons. Voici la situation. Il y avait en Ukraine et il y a une révolution populaire contre les oligarques, contre le capital. Cette révolution a échoué à plusieurs reprises et grâce à l'habileté des néo-nazis ukrainiens, parce qu'ils étaient nazis il y a encore quelques mois, ils s'appelaient national-socialistes. Madame, c'est vrai ou pas? Oui. Bon, il y a bien 6 ministres qui viennent d'un parti néo-nazi. C'est même pas le Front National, c'est des néo-nazis. Mais justement sur ce qui se passe à la frontière ukrainienne. Attendez une petite seconde. Cette révolution a été transformée de la lutte de classe, on est passé à la lutte de race ou des langues. Donc on se tape dessus entre ceux qui parlent russe et ceux qui ne parlent pas russe, etc. Ce processus ne doit pas être entretenu. Que fait l'Europe? Elle entretient la guerre. Elle soutient les Nord-Américains d'une manière irresponsable. L'OTAN veut s'avancer sur les bases de Crimée. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais attendez, commençons d'abord par dire l'ineptie qu'a été la politique européenne. D'aller encourager quelques aventuriers au pouvoir en Ukraine à vouloir à tout prix s'en prendre aux Russes. Le résultat, c'est qu'on a donné une occasion inespérée à M. Poutine d'entrer en Crimée et d'y être comme chez lui parce que la population a dit non, nous ne voulons pas parler autre chose que le russe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut lui dire à Vladimir Poutine? Rien. À qui? À Vladimir Poutine. Ah, vous pensez que c'est à Poutine que la question doit être posée? Peut-être qu'on pourrait dire au gouvernement ukrainien de se calmer. Peut-être qu'on pourrait éviter de remettre en place les oligarques, voyous, kleptocrates et voleurs qui sont installés derrière ce gouvernement, comme les autres voyous, kleptocrates étaient installés derrière le précédent. Donc, madame, il ne faut pas pousser à la guerre. Il ne faut pas jouer comme ça, s'amuser à dire « Ah ben alors oui, c'est M. Poutine ». Personne s'amuse. Tout le monde s'amuse. La France n'a rien à faire dans une aventure pareille. Nous n'avons rien à faire à aller agresser les Russes. C'est stupide. Il faut empêcher la guerre en Ukraine. L'émission est terminée. Non, je peux dire un mot? Mais c'est fini. En Ukraine, il y a Tchernobyl. En Ukraine, il y a 7 centrales nucléaires. On ne joue pas à la guerre en Ukraine. Merci Jean-Luc Mélenchon. Le générique est terminé. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez maintenant, on n'est pas que des cobayes. Très bonne soirée sur France 5. Ah oui, c'est le cas de le dire.